Les instigateurs, épisode numéro 8. Aujourd'hui, on vous parle de la vérité sur les MLM. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. J'ai mis mes pantalons, comment t'appelles ça, un singlet Un léotard. Un léotard, j'ai mis mon léotard de lutte aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le sujet qu'on va aborder est le fun, puis on en a déjà parlé toi puis moi, puis on est super passionnés par rapport à ça. Et toi, je sais que t'es passionné. Est-ce que t'as mis ton suit de... Quasiment essoufflé déjà. Est-ce que t'as mis ton suit du 1, 2, 3 Kid? Non, j'ai pas besoin. Présentement, c'est comme... Je sais que j'ai absolument rien à gagner à avoir cette discussion-là, mais on va l'avoir quand même. Mais on n'est pas là pour gagner, on est là pour débattre. Et puis parce que, écoute, c'est polarisant. Puis tu vas parler à n'importe quel entrepreneur, tu vas parler à n'importe quelle personne qui a de l'expérience en entrepreneuriat ou qui a monté sa business, peut-être qui a bootstrappé sa business, puis qui va regarder un petit peu du côté des MLM avec un certain dédain, avec un certain c'est pas vraiment l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment l'entrepreneurship, mais il y a un revers de la médaille à ça, à mon sens. Et puis, je pense que ça va être le fun aujourd'hui d'en débattre un petit peu. On va essayer de faire ça. Oui, OK. Parce que toi, je sais que tu es très passionné par rapport au sujet et puis tu n'es pas nécessairement un gros fan le MLM. Écoute, je pense que la majeure partie d'entre vous savent c'est quoi les MLM. C'est ce qu'on appelle du multi-level marketing, donc qui est du marketing de réseau. Il y en a qui vont dire que c'est de la vente pyramidale, etc. Non, ça j'embarque pas là-dedans. T'sais, oui, dans le passé, tu as eu pour de vrai de la vente pyramidale, des gros scams prouvés, puis tout. Ouais. Maintenant, le MLM s'est distancé de ça. Non, complètement. T'as encore des zones grises, t'as encore certaines bannières que c'est des crossovers un peu, mais le MLM peut être un modèle d'affaires. Oui. Ça, on va s'entendre là-dessus. Donc, le MLM, c'est du multi-level marketing. Donc, généralement, ça va commencer avec un produit ou une série de produits. Et puis, bon, on va devenir un représentant indépendant pour ce produit-là. C'est certain que le fait d'être en MLM, je trouve que le MLM, on en a déjà parlé aussi, et puis beaucoup de marques ou de compagnies MLM vont milquer un petit peu le côté hot de l'entrepreneuriat en ce moment. Donc, appeler, si tu veux, le revendeur des entrepreneurs, etc. Qui, dans un sens, écoute, je suis pour... Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Je vais percer l'abcès, là. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Pas encore. Et puis, c'est un petit peu ça qui est un petit peu frustrant, c'est que n'est pas entrepreneur celui qui s'appelle entrepreneur. Il y a un côté... j'aime pas dire manger ses croûtes de pain. Tu sais, c'est certain que j'ai déjà utilisé ce qualificatif-là, mais je pense que d'être entrepreneur, c'est plus que ça. Je pense que ça veut pas dire que si vous êtes dans une MLM que vous n'êtes pas nécessairement un entrepreneur, ça veut pas aussi dire que vous êtes un entrepreneur si vous commencez. Vous pouvez être un vendeur indépendant. Mais je pense qu'il y en a pour beaucoup de compagnies MLM jouent sur cette carte-là, hein, la carte de l'entrepreneur, que c'est sexy, que ça vend en ce moment. Et puis, il y a beaucoup peut-être la réputation de la MLM a été ternie du fait qu'il y a eu beaucoup de rêves de vendus et peut-être beaucoup de déceptions qui vient avec ça. Beaucoup de rêves, beaucoup de déceptions, beaucoup de tactiques très toxiques. Il y a des personnes qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup et d'argent et de qualité de vie à cause d'histoires d'MLM. Donc, on en a parlé un petit peu avec les revenus passifs. Moi, je pense que les revenus passifs, c'est une des choses qui a terni la noblesse de l'entrepreneuriat. Par contre, je suis à l'aise à te dire que ce n'est que mon opinion personnelle. Le MLM est la chose qui a le plus dommagé la noblesse de l'entrepreneuriat et la notion d'être un entrepreneur.
Mais d'un autre côté, quand on pense à ça, Matt, est-ce que le fait, si tu veux, comme moi, je pense que commencer une MLM, ou même commencer une MLM peut être C'est un un club bon, d'école. un bon club école, si tu veux, un bon club école pour commencer des notions de vente. Donc, on va apprendre à vendre. Il y a aussi la notion de leadership qui est intéressante. Puis, je pense que les personnes, moi, que je connais, qui réussissent très, très bien au niveau MLM, c'est certain qu'ils ont appris à vendre, mais ils ont surtout appris au-delà du côté de vendre le modèle d'affaires, de vendre, de leader, du côté leadership, du côté gestion, si tu veux, gestion de capital humain. Et je pense que ça t'amène vraiment ce côté-là. Ceux qui réussissent très, très bien sont capables de monter des équipes et d'amener des équipes, si tu veux, vers la performance. C'est un des aspects que j'aime, moi, de la MLM. C'est tout ce côté du club école, mais pour ceux qui réussissent, on s'entend. Oui, Pour ceux qui réussissent, peut être super bénéfique sur le long terme. Oui, absolument. Sauf que le danger avec ça, c'est que ça rend l'entrepreneuriat, ça nourrit l'illusion d'accessibilité de l'entrepreneuriat. Je l'ai dit dans le passé, je vais le dire encore, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, absolument pas. Je ne crois pas qu'on devient entrepreneur. Je pense que ça se développe, oui, mais je pense que fondamentalement, tu dois avoir ça dans toi de façon innée. Donc, c'est un bon club école parce que ça va t'apprendre plusieurs facettes clés de l'entrepreneuriat, mais les fondements d'un entrepreneur ne sont pas là. Tu es un vendeur de luxe. Tu as acheté une méthode que tu reproduis. Tu es un canal de distribution sympathique. Je vais le dire comme ça. Les vrais rockstars du MLM sortent de ce modèle-là et en viennent qu'à lever une vraie business parce qu'ils vont développer leurs produits et développer une offre de service haute. Moi, un entrepreneur a le contrôle sur ce qu'il fait, le contrôle sur la vision, le développement de sa business et les produits. Déjà là, cette condition-là n'est pas respectée. Ceux que je vois qui sortent, qui performent en MLM, sortent éventuellement du modèle MLM. C'est ça un petit peu qui est assez intéressant, c'est que beaucoup vont sortir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup vont aller en coaching. Écoute, j'ai rencontré des coachs excellents qui sont sortis du MLM, justement par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le côté leadership que tu dois développer en MLM devient ils excellent, si tu veux, de ce côté-là et deviennent vraiment d'excellents coachs. Leadership et empathie, parce que tu vas être bon pour propulser, est-ce que j'ai ça utiliser ce terme vide-là, mais dans ce cas-là, c'est vrai, propulser tes bons performeurs qui sont sous ta responsabilité, parce que financièrement, c'est ton avantage, mais aussi ça t'aide à développer ton empathie pour ceux que tu es allé signer, puis pour vrai, genre, ils suck ass, là, sont pas bons, là. Mais en même temps, sont sous ta responsabilité, puis tu peux pas les mettre dehors. Fait que de là, ben, toi, il faut que tu entretiennes. Fait que tu es bon pour développer une écoute, un contact avec les personnes, ce qui fait que tu es bon pour fidéliser, je vais dire, ta crowd. Ce qui fait que oui, à partir de là, c'est des aptitudes qui sont super importantes et clés si tu veux te positionner comme un coach. Mais je pense que c'est, comme tu as dit, développer son empathie ou même se rendre compte qu'on a un don, si tu veux, au niveau de l'empathie qui amène vraiment vers du leadership, vers de la meilleure gestion de ces personnes, de tes leaders, si tu veux, ou de tes employés, pas de tes employés, des personnes qui sont sous toi. Je pense que c'est l'outil ultime, si tu veux, au niveau même entrepreneurial à long terme. Fait que j'aime, moi, ce côté-là de développement, de ce côté-là qui arrive. Et puis, une des affaires, moi, qui me peine un petit peu, c'est que les gens ne vont pas utiliser le modèle comme il faut. On va dire, c'est quoi? Je pense que tu avais une statistique là-dessus. C'était quoi? Oui, combien de personnes? Tu as plusieurs. En fait, t'en as une qui est sortie récemment, je pense que c'est l'université de Stanford. 99% des personnes impliquées dans le modèle d'affaires MLM vont dépenser plus que ce qu'ils vont générer comme profit. Que ce soit à cause du frais de départ, à cause du frais d'inventaire que tu dois payer justement pour acheter toute ta première batch, que ce soit toutes les formations continues et de perfectionnement pour devenir et rester un bon performeur. Donc, ultimement, la vaste majorité des personnes, au final, n'arriveront même pas à break-even. C'est vrai. Et je pense que peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui sont dans le MLM, oui, il faut vendre, il faut apprendre à vendre, mais la façon la plus rapide d'avoir du succès et de savoir aussi si vous allez avoir du succès sur le long terme, c'est est-ce que vous êtes capable
hein, d'avoir ce leadership-là? Est-ce que vous êtes capable d'amener une équipe vers la victoire? Et souvent, c'est pas nécessairement votre capacité vous-même à vendre, mais ça va être la capacité d'amener d'autres personnes à vendre. Et c'est la même chose si vous voulez être vous êtes un bon entrepreneur. Éventuellement, il faut sortir d'être juste soi-même. Il faut savoir bâtir son équipe, il faut savoir gérer son équipe, il faut savoir motiver son équipe pour t'amener vers la performance. Et puis, je pense que c'est un bon signe souvent de peut-être, OK, est-ce que je ferai un bon entrepreneur? Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir des solutions créatives à tout? Peut-être pas, mais vous allez être capable d'être un tabarouette peut-être de bons gestionnaires que beaucoup d'entreprises ont besoin aussi. Donc, c'est d'amener ce skill-là, si tu veux, ce talent-là que vous avez pour justement vers d'autres choses. Oui, puis peut-être que tu en as ciblé d'autres. Moi, j'ai ciblé 2 profils de personnes qui vont aller dans l'MLM. Puis à date, c'est pas mal tout le temps les mêmes. Tu as la personne qui sait qu'il a des bonnes aptitudes en vente et PR. Cette personne-là a le profil pour devenir un top performer en MLM. L'autre, c'est la personne qui va embarquer dans l'MLM pour le hype, pour le rêve, mais très souvent aussi, tu as la notion de briser l'isolement. Si je regarde, tu sais, au niveau des MLM qui fonctionnent bien, c'est souvent un profil plus féminin. Il y a beaucoup de personnes qui sont en réévaluation de leur vie en général, donc dans un profil un petit peu plus vulnérable, qui souvent, justement, ont des besoins de briser l'isolement, de jaser avec des personnes, d'embarquer dans une structure qui est organisée, structurée, qui ne vient pas avec un facteur de stress parce qu'on te donne la formule. C'est voici les étapes que tu dois faire, voici ton calendrier de production, voici, tu sais, je veux dire, c'est une formule assez simple, pré-manchée, puis tu deviens juste un doer. Mais tu sais, justement, à partir de là, ces personnes-là, qui, je pense, est la majorité des personnes dans le modèle d'affaires et ça soutiendrait l'idée et la thèse que justement plusieurs personnes dépensent plus que ce qu'ils génèrent. Bon, mais vont le faire quasiment pour des motivations personnelles de qualité de vie, bien-être, plus que le potentiel de business en arrière. Tu sais, je veux dire, la quantité de personnes que je vois qui vendent des épices, puis la fille n'est pas capable de me regarder dans les yeux quand elle parle. Tu sais, elle se remarque pas dans un MLM si t'es pas capable de parler aux gens, là. C'est la base. Tes épices, filles, là, genre, je vais t'en acheter, là, mais si tu fais juste, si t'espères que tu vas devenir riche avec juste ce que tu vends, colle-toi des containers tout de suite parce qu'il faut que t'en vendes sur un moyen temps, là. Mais c'est ça un petit peu qui est un petit peu dommage dans le modèle LMLM, c'est peut-être de faire... Ben écoute, c'est le modèle d'affaires aussi, mais que la compagnie va peut-être pas vendre le rêve, mais peut-être... Ben, c'est comme n'importe quoi. On va showcaser, on va montrer un petit peu nos histoires à succès. Donc, c'est certain, puis il y a ces gros événements-là, on va montrer que, si tu veux, Stéphanie a fait 1 million par année avec sa MLM. Bon, ben oui, mais combien de personnes qui font 1 million, si tu veux, dans cette MLM-là? Oui, puis c'est... 0,02%. Tu sais, exact. C'est vendre du rêve. C'est... Tu sais, je veux dire, je comprends qu'eux autres, leur pitch est facile à pousser. Tu mets tes vaches à lait en avant, puis voici la preuve que c'est réalisable, mais c'est pas parce que c'est réalisable que c'est représentatif de la réalité. On part pas tout au même point. Cette personne-là avait des aptitudes, avait un réseau de contacts à la base, avait plusieurs éléments qui fait qu'elle est rendue là. OK. Mais en même temps, si tu regardes ton audience moyenne, c'est complètement faux de penser que ton audience moyenne a ces ressources-là du point de départ. J'ai de la misère en maudit à croire ça. T'en as quelques-unes. En même temps, je veux dire, si vous êtes au Québec puis vous ne connaissez pas Roxy Valade, genre, je sais pas ce que vous faites dans la vie, c'est impossible, elle est partout. Puis Roxy est partie de vraiment rien, puis c'est tout à son honneur. C'est une exception à la règle. Ça démontre, et c'est super inspirant, ça montre que c'est possible. Mais ultimement, cette fille-là, puis elle le démontre très bien maintenant, avait une fibre entrepreneuriale, cette fille-là, elle a peur de rien. C'est pour ça que je la respecte énormément. Elle va se mettre un objectif ambitieux, check-la aller. Moi, je veux pas l'avoir fâchée, cette fille-là. Mais à partir de là, si je regarde au niveau des M&M, j'en ai des amis qui encore étaient à la convention américaine de Beachbody. Puis, je veux dire, ils font toutes des stories, Chris, t'es vous toutes, là. Puis, sans être sur place, je suis capable de spotter qui est un performeur et qui fait partie de juste, je suis dans la parade parce que je veux faire partie de la gang puis j'ajoute le hype pour moi aussi. Ouais. Donc, il y a une notion de le modèle d'affaires volontairement va miser sur la naïveté, je pense, des gens. C'est fort possible, mais encore une fois, moi, je te dis que
De mon côté, je le vois vraiment comme une belle opportunité pour beaucoup de gens peut-être de trouver leur voie. Tu sais, des gens qui sont, comme tu as Oui. dit, c'est certain qu'on va attirer certaines. La MLM va attirer des personnes peut-être qui sont en reconversion, qui sont en Mhm. questionnement. Mais à partir de là, je pense que c'est la responsabilité de chaque personne qui décide d'embarquer dans un MLM, de faire leur devoir, mais aussi de comprendre que de jouer, c'est une game, OK? Le Mhm. MLM, on a parlé dans le dernier épisode, tactique versus stratégie. La MLM demeure une tactique. La stratégie, c'est quoi pour vous la stratégie à long terme? Ou dans quoi fit la MLM dans votre stratégie à long terme? Et je vois que beaucoup de top performeurs MLM qui sont excellents à bâtir leur équipe, qui sont excellents à leader leur équipe, finissent toujours par amener, si tu veux, de Le prendre ce qu'ils MLM sont va te bâtis. permettre d'aller bâtir une audience, puis la journée que tu l'as, tu rebrandes tout sur ton nom, puis tu sors du MLM. Puis tu utilises le MLM comme un levier justement pour aller te faire une base. Ça peut être un excellent levier pour se faire une base. Et c'est pour ça, moi, que je découragerais personne d'aller en MLM, mais aller en MLM en sachant dans quoi vous embarquez et en sachant comment gagner. Et la meilleure façon de gagner en MLM, c'est d'être capable de dire, je vais passer 3 ans à développer cette MLM-là. Et je vais passer 3 ans à bâtir mon équipe et devenir un bon leader. Apprendre à vendre, bien entendu, mais de comprendre que ça fait partie intégrante de ma stratégie. Allez-y. 110%, faites-le. Et souvent, on va bâtir un revenu passif. On va parler des revenus passifs. C'est pas vraiment un revenu passif parce qu'on Mais passe non. quoi? 3 à 4 ans à construire quelque chose. Et c'est certain qu'ensuite, ça va nous donner un petit coussin pour nous propulser vers, j'ai utilisé ton mot, Mathieu, propulser, Mhm. pour vous propulser vers la prochaine étape. Mais je pense que c'est la bonne façon d'approcher une MLM. Si vous êtes juste là pour vendre et puis vous faire un petit extra 100$ à la fin du mois, Vous le faites pas pour la bonne raison. faites-les, mais C'est de la sollicitation que vous faites, rendu là. faites-les, mais ne vous appelez pas entrepreneur, s'il vous Exact. plaît. Tu sais, je remets tes pendules à l'heure pour. Tu sais, je ne découragerai jamais quelqu'un à aller en MLM. Je suis entièrement d'accord avec ça. Si ça vous rend heureux, parfait, il n'y a pas de problème. Tu sais, je le sais, mais je suis pas l'audience. Fait que je comprends pas votre buzz. Mais si ça vous rend heureux, je peux pas t'en vouloir. Have fun. Moi, le bout que je débarque, c'est la journée que tu t'appelles entrepreneur. La journée que tu dis à tout le monde que tu roules une entreprise. Chris, là, par exemple, on va avoir une discussion, ma fille, parce que. OK. Parallèle, si vous achetez des actions dans une ronde de sociofinancement, vous n'êtes pas actionnaire. Okay? On revient souvent dans le podcast sur le chase du titre d'entrepreneur. Là. M&M, c'en est un. Parce que j'ai vu, mettons, Hard Bacon qui a levé du sociofinancement. Ils sont rendus à la 4e ronde. Une fille sur LinkedIn a donné, je sais pas, 25$. Elle se marque maintenant actionnaire de Hard Bacon. Et Chris, on part de loin sur la notion d'entrepreneuriat. Là. On va se calmer les nerfs. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à ce podcast-là. Je veux qu'il sert à ça. Je veux remettre ça clair. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi les défis? Si vous n'avez pas les vrais défis d'un entrepreneur, vous n'avez pas le droit d'utiliser le titre. Il y a des personnes qui mettent leur vie en jeu Ouais, ça, pour oui. l'entrepreneuriat, pour être un entrepreneur. Tu n'iras pas me gaspiller ça pendant que tu fais ta job chez Desjardins d'adjointe administrative, puis tu fais ça sur le side le soir avec tes petits chums. Tu n'es pas un entrepreneur. Par contre, ce discours-là est très difficile à avoir parce que justement, c'est tellement une grosse machine qui est huilée et qui mise énormément sur l'équipe, l'esprit d'équipe. On doit se défendre. Puis de là, bon, mais plus que tu es gros, plus que c'est facile de justement, bon, mais s'il y a une fille dans la gang qui a la couenne un petit peu plus fragile, on va aller compenser pour l'aider parce qu'on est un groupe, on doit s'entraider. Mais ce n'est pas vous attaquer, là, mesdames ou messieurs, parce que oui, il y en a aussi des messieurs, de dire que si vous êtes dans le MLM, vous n'êtes pas des entrepreneurs. Absolument pas. Ce n'est pas péjoratif. C'est juste, on va utiliser les vrais termes. Arrêtez de faire de l'appropriation. Présentement, puis tu sais, je suis curieux d'avoir ton avis. Quelqu'un, mettons, qui ouvre une franchise de Subway, est-ce un entrepreneur? Il peut être un entrepreneur, mais pour l'instant, moi, je le vois comme un business owner. Puis on a déjà parlé, à l'épisode Mm-hmm. numéro 1, je pense qu'on a mis le temps un petit peu là-dessus, c'est que le fait de t'acheter une framework, de t'acheter de t'approprier, si tu veux, quelque chose que tu n'as pas créé, ne fait pas de toi un entrepreneur nécessairement. Exactement. Puis ça, Okay? c'est souvent une des seules façons que je suis capable de comme craquer la coquille un peu d'une personne qui est dans le MLM en lui présentant ce parallèle-là.
Parce qu'une personne qui achète une franchise... Il faut comprendre quelque chose aussi, là. Comme si vous écoutez cette podcast-là, nous, on parle vraiment, on est un podcast entrepreneurial. OK? On veut ramener les lettres de noblesse à l'entrepreneuriat à sa juste raison. On veut pas envoyer de la marde à celui qui est pas entrepreneur. Là. Non, on veut vous encourager à le devenir. Et puis, on veut l'encourager à le devenir. Mais écoute, si vous n'êtes pas entrepreneur, là, c'est correct. C'est pas parce que vous avez une franchise McDonald's et que vous réussissez Écoute, man, je connais un gars qui a des franchises Tim Hortons, là. Ouais, je te garantis qu'il roule plus, tu sais, qu'il roule plus de business que moi, absolument. Il fait pas mal plus de cash que toi et moi combinés. Tu comprends? Oui, absolument. Mais, écoute, et ce gars-là, c'est un très bon gestionnaire. Exactement. C'est un très bon business owner. Est-ce qu'il peut se dire entrepreneur? Je ne pense pas. Même là, c'est différent. Donc, c'est certain qu'on veut redorer le blason entrepreneurial, on veut ramener les lettres de noblesse. Ça veut pas dire qu'on va envoyer de la marde à tout ce qui n'est pas entrepreneur. C'est pas ça qu'on veut faire. Non. Ce qu'on veut faire, c'est ramener vraiment la réalité des choses. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des modèles qui ont acheté, si tu veux, dans des modèles préfaits, si tu veux, justement du côté pour avoir un peu plus de liberté financière, ils veulent la même chose que tous les entrepreneurs veulent. Oui, absolument. Tu sais, avoir plus de liberté financière, avoir plus de liberté peut-être de temps, qui est peut-être pas nécessairement vrai, mais en tout cas, ou qui va peut-être pas nécessairement se concrétiser. La seule différence, ça va être la réalité, la gestion du risque. La liberté au niveau de la création. OK? Quand on est dans la MLM, notre liberté créative, elle est pas nécessairement très grosse. Quand on est on est dans une franchise selfie, là. Mais quand on est sur une franchise McDonald's, on est dans un concept carré. Oui. On fait pas ce qu'on veut, là. Mm-hmm. OK? Ta liberté créative, tu l'as pas nécessairement. Tu comprends-tu? Donc, ce côté-là moi, ma liberté créative, c'est ça qui me drive. C'est ça qui est mon numéro 1 sur ma liste des libertés en tant qu'entrepreneur. Ceci dit, tu l'as pas. Et je pense que c'est ceux qui n'ont pas, qui réalisent ce côté-là, qui n'ont pas la liberté créative et qui éventuellement, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, qui outgrow, je sais pas le terme en français, mais qui vont devenir plus gros que la bannière qu'ils représentent. Plus gros que le système, plus gros que le modèle qui est préconçu ou que le modèle qui est préfet. Là, on va parler d'entrepreneuriat. Là, ça commence à être intéressant parce que tu as les deux autres côtés que tu as déjà touchés. Et là, ça t'a titillé peut-être ta fibre, ta liberté créative et tu te rends compte que non, ma liberté créative, elle pèse beaucoup plus sur la balance que peut-être ma liberté financière ou même ma liberté de peut-être même de lifestyle, de temps. Donc, je vais monter quelque chose d'autre. Et c'est ça que j'aime peut-être d'un modèle préconçu qui va t'amener à te pousser à ça ou à réaliser. C'est du self-awareness. Oui, c'est un launchpad. Mais tu sais, il faut comprendre le pivot se fait où. Tu sais, un des principes de base auquel je crois, ce que vous faites, on s'en fout. Les gens vont vous acheter vous en premier. Puis c'est là que la notion d'entrepreneur embarque. Quand tu commences en MLM, les gens vont acheter un produit, vont acheter un service. Donc, tu es un point de vente mobile. La journée que tu vas faire ton pivot vers un entrepreneur, c'est la journée que les gens n'achètent plus le produit, ils t'achètent toi en premier. Et acheter le produit devient une excuse pour entretenir une relation avec toi. À ce moment-là, c'est là que justement, souvent, les personnes vont faire un switch. Je veux dire, tu sais, c'est pas impossible de rouler un projet entrepreneurial en même temps qu'en parallèle, tu restes dans l'MLM. Tu sais, souvent, il va y avoir une période de transition. On va dire, bon, mais présentement, j'ai ma crowd que j'ai bâtie avec le MLM, mais je plafonne, j'ai besoin de liberté créative, je vais développer 1-2 services qui vont être brandés complètement indépendants parce que vous n'avez pas le droit de proposer des services qui ne sont pas endossés par la bannière. Puis là, on embarque tranquillement pas vite vers un entrepreneur parce que justement, vous commencez à créer, vous commencez à avoir le contrôle complet sur la chaîne de production de votre business jusqu'à éventuellement éliminer progressivement les services MLM pour ramener ça plus sur vous. Puis c'est une transition d'offres de services à ce moment-là. Puis là, vous faites le saut vraiment pour de vrai dans l'entrepreneuriat. Donc oui, je le répète, je sais que je sonne très dur, mais vous n'êtes pas un entrepreneur, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, comme je le dis, vous êtes un reseller, vous êtes un point de vente mobile, mais en effet, c'est un bon club école. C'est pas parce que j'ai des patins que je suis un athlète, que je suis un joueur de hockey professionnel, absolument pas, mais à force de patiner, tranquillement pas vite, je vais m'améliorer et peut-être que je vais le devenir. Donc, c'est le cas pour plusieurs personnes dans l'MLM. Peut-être que ça vous satisfait, en effet, de juste rouler votre petite équipe. Ça ne fait pas des grandes choses. Vous avez votre vrai business la journée,
ben, votre business. Vous avez votre vrai emploi la journée, puis ça vous nourrit. Tant que ça vous rend heureux, parfait. Sauf que à partir de là, c'est ça. Faut pas brouiller les cartes non plus, là. Donc, essayez de voir. Puis ça, c'est un exercice des fois qui est le fun à faire. En tant qu'MLM, OK, parfait. Si vous aviez le contrôle créatif, quelles seraient les choses que vous aimeriez ajouter? Juste avoir la réflexion. Des fois, il y a des personnes qui ne se permettent pas d'avoir la réflexion. Ben, c'est pas permis, on n'a pas le droit, je ne perdrai pas de temps là-dessus. Ben, c'est parce qu'en te permettant pas de faire l'exercice, tu ne testes pas tes capacités entrepreneuriales. Mais tous ceux que moi je connais qui ont transitionné vers un modèle entrepreneurial, ils le font pour ça. C'est souvent, la compagnie ne me permettait pas de faire ça, ne me permettait pas de faire ci, donc j'ai décidé de partir. Puis c'est là que je te disais, c'est là que la liberté créative embarque. C'est là, je pense, qu'est l'étincelle qui est vraiment, où l'étincelle devient un feu. Okay? Oui, absolument. Vraiment, tu l'as allumé, là, puis c'est parti. C'est plus cute, ça devient ton obsession. Ben, c'est ça. Puis ça, je trouve intéressant, pareil, parce que ça peut être une spark, si tu veux, au niveau entrepreneurial, que souvent, certaines personnes ne vont pas le faire à cause, et le 3/4 du temps, c'est à cause du manque de finances, à cause de, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez d'argent ou le risque est trop grand financier. Et la liberté financière, qui est toujours souvent un des points de départ, prend le bord éventuellement, tu sais, mais souvent, on va pas le faire à cause de ce petit risque-là financier, tu sais. Il y a très peu de risques financiers. Alors, on pense qu'il n'y a pas de risque financier, mais ça peut être assez désastreux aussi. Non, le prix de départ, comme je te dis, je veux dire, j'en connais quelques personnes dans mon entourage que j'ai été impressionné. J'étais comme à ce prix-là, t'aurais ta propre business avec un très bon branding, là. C'est une coupe de 1000$, là. C'est vrai. Écoute, on pourrait parler de Milan là-dessus. J'aime ça. On va faire ça a plus été que je pensais. Mais moi, écoute, je m'attendais à sacrer beaucoup plus que ça. Puis on se mentira pas, tu m'as aidé à rester cadré, mais non, je pense qu'ultimement, on arrive à se rejoindre un peu dans notre dialogue. Mais je pense que c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai un point de vue peut-être un peu plus modéré par rapport à ça. Puis j'ai un point de vue assez. La modération, ça goûte l'eau. C'est pas pour moi, là. Non, mais c'est pas une modération. Moi, je suis très hopeful. Tu sais, je suis très, je vais regarder les choses de façon positive sur la situation, si tu veux. Donc, je vois un petit peu le côté bénéfique de la chose. Je vois le côté malsain. Je vois le côté qu'on est en train de bafouer peut-être l'image entrepreneuriale que j'aime pas nécessairement. Mais je pense qu'il y a un bon côté là-dessus. C'est sûr qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a un côté qui est un petit peu moins reluisant ou un petit peu moins glamour. Mais écoute, j'ai aimé ça. Ça a été, non, comme tu as dit, vraiment pas mal. Pas mal moins pire. On peut faire le compte de 3 maintenant. Raymond Rougeau a fait son coup d'athémie à la carotide. Pierre-Carl Ouellet est au sol. La game est finie. Raymond Rougeau retient la ceinture. Non. Je pense, coup d'athémie à la carotide, c'est une de mes citations favorites. J'adore cette citation-là. On t'en fera un gilet. Je m'ennuie de la lutte sur RDS avec Raymond Rougeau à cause de cette expression-là. Il y en a encore, mais ce qu'il dit, coup d'athémie à la carotide. Je sais pas, c'est pas écoutable. Je suis pas leur clientèle non plus. La lutte en français, c'est comme les MLM, je ne suis pas l'audience, là. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, notre discours sur le MLM n'a pas été un coup d'athémie à la carotide. J'espère que ça a été une bonne petite tape sur les fesses qui va vous continuer à vous amener au prochain niveau. Si vous vous retrouvez là-dedans et vous sentez que vous avez la fibre entrepreneuriale, bien, j'espère que ça vous a motivé et que ça va vous justement continuer plus loin là-dessus. On aimerait vous écouter. J'aimerais avoir quelqu'un. Tu connais Roxy, toi? Oui, tu sais, je veux dire, il y a des histoires de succès dans les MLM, il y en a plein. Tu sais, mettons, Mélissa Normandin-Roberge qui en a fait dans le passé, Roxy aussi. Ouais? Je pense à Debbie Dufour avec elle, je pense que c'est les plats. Non, tu sais, je veux dire, j'en ai plein dans mon entourage, là, que ça va super bien. Soit qui sont encore activement dans les MLM et font ça temps plein. Puis sinon, tu sais, en tout cas, c'est sûr que là, on serait dans l'anglophone, mais ça commence à être connu, mettons, ici au Québec, Santi. C'est immense aux États-Unis depuis très longtemps. Puis, dans un des épisodes précédents, j'ai parlé de mon employeur aux États-Unis. Une de ses amies, dans le fond, c'était une des premières filles qui a embarqué dans Santi. Fait que, tu sais, elle est comme au top de la pyramide, mettons, dans tout ce qui est New England. Puis la fille, encore à ce jour, elle est 100%, elle n'est jamais sortie, elle, du MLM. Elle n'est jamais sortie du modèle d'affaires de Santi. C'est encore que ça qu'elle fait. Puis, je veux dire, comme on l'a mentionné avec le propriétaire de McDo, elle imprime de l'argent, là. C'en est vulgaire, là. Puis c'est correct en même temps.
Mais en même temps, elle sait, elle connaît son rôle, ses tâches, puis jamais qu'elle va se présenter comme une entrepreneur. C'est ça. J'aime ça beaucoup. Mais ce serait intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est passé par là et puis qui a transitionné, etc. Moi, je trouve ce sujet-là passionnant et puis polarisant et passionnant. Et puis je pense qu'on peut en parler longtemps, mais en tout cas, on va se laisser là-dessus, les amis. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Comment vous percevez ça, les MLM? Et si vous êtes dans une MLM, j'aimerais avoir ça, votre opinion là-dessus. Merci encore une fois d'écouter Les Instigateurs et on vous parlera la prochaine fois. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.